Le cliquetis étouffé de l'acier, l'odeur d'huile chaude. Sous un ciel bas, couleur de cuivre. Ainsi commençait la journée du Tiger quand le froid plantait ses dents dans la plaine russe. Dès la première ligne, le fil reste tendu. Le Tiger peint était conçu pour dominer. Mais sa propre ingénierie, sa précision, son poids et son appétit pour l'entretien le rendaient fragile dans une saison qui récompense la simplicité. Au bord de la route, un équipage de 5 l'a pris à la dure. Chacun sentait l'huile, chacun sentait le gel mordre les joues à travers les fends de la tourelle. Ils écoutaient un grand cœur mécanique qui ne tenait pas tout à fait la cadence. Ils avaient franchi des rivières, dans la poussière et la boue de novembre, bientôt changées en glace. Et bouc émissaire pour des problèmes c'est plus grave. Le moteur du Tiger, un Maybach à 12 cylindres d'une puissance extraordinaire. En été, il ronronnait comme un fauve en chasse. En hiver, il exigeait une huile chaude et une main patiente. Quand les températures tombaient bien au-dessous de zéro, l'huile moteur s'épaississait en un sirop qui refusait de couler. Essayer d'actionner le démarreur remplissait le compartiment de combat, exigu, d'une fumée âcre. Les mécaniciens luttaient pour faire tourner des chambres de pistons pratiquement grippées. Les hommes connaissaient la procédure. Mettre le cric sous le vilebrequin, verser de l'eau chaude, préparer un thermos de thé bouillant et le verser sur le carter d'huile. Pourtant, il ne restait presque aucun confort, et encore moins d'heures disponibles. La tâche, routinière, au mois plus doux, devenait ici dangereuse et improvisée. Les hommes risquaient leurs doigts et leur souffle pour ranimer le métal. Un vice de conception caché se révéla lentement. Puis soudain, la suspension à galets imbriquée du Tiger, ingénieuse pour répartir le poids et adoucir le recul, se changeait en piège à glace. La neige s'entassait entre les galets chevauchants, gelait et bloquait tout le train de roulement. Là où un T-34 pouvait franchir une congère, le Tiger se tassait et embarquait de la neige comme un navire prend l'eau. Les équipages découvrirent que le trait même, censé lui donner la supériorité tout-terrain, rendait son train de roulement immobile en quelques heures, quand le mercure plongeait très bas. À mesure que l'après-midi raccourcissait, les radiateurs entraient en rébellion. Le système de refroidissement avait été dimensionné pour des combats au plus fort de l'été. Avide d'air pour nourrir son gros moteur, les volets d'admission d'air se couvraient de glace, et le mélange d'antigel et de liquide de refroidissement ordinaire, dans certains véhicules, avait été dilué par des réparations précipitées en première ligne. Résultat, des durites et des joints de radiateurs se fendaient et fuyaient. Une tôle fine devenait cassante sous le froid. Les hommes regardaient, l'espoir retenu. Une tache argentée s'étirait sur un champ. Ils savaient qu'une minuscule fuite ici deviendrait une fracture gelée à la nuit tombée. Une deuxième vérité cachée. Le carburant lui-même était traître. Les chariots de ravitaillement allemands, mis à rude épreuve par les routes arctiques et les raids des partisans, transportaient souvent un carburant de qualité inférieure, ou entreposaient du diesel dans des fûts qui ballottaient dans le froid. Les servants de mortier et les conducteurs devaient démarrer les moteurs avec une bougie de préchauffage à manivelle. Elle devenait inutile quand la glace se formait dans les conduites de carrosse ou une conduite de carburant. Les équipages apprenaient à tiédir le carburant avec la chaleur du corps, ou à plaquer des bidons contre le bloc moteur. Ce bricolage à basse technologie trahissait la dépendance du Tigre à une chaîne logistique qu'il ne pouvait pas défendre. Cette débrouille a produit un compromis humain inattendu. La chaleur du moteur était précieuse. Les équipages laissaient les moteurs tourner au ralenti toute la nuit. Une chaleur lente et rassurante. Elle séchait les uniformes humides. Elle empêchait le givre de se former sur les couronnes de tourelles. Cela marchait, jusqu'à ce que le ralenti sollicite à l'excès les réducteurs finaux et la boîte de vitesse. La transmission du Tigre demandait des soins, de l'entretien, de la délicatesse. La laisser tourner des heures au ralenti l'abîmait. Ses pignons, lubrifiés avec une huile diluée ou contaminée, s'usaient trop vite. Les conducteurs découvraient que la direction se raidissait, puis devenait dure. L'équipage devait débarquer dans le noir pour tenter de libérer une chenille. Entre la nécessité et la négligence, les équipages avaient choisi la survie plutôt que la maintenance, et la machine en payait le prix. Le déclic arrive dans les heures grises avant le dénouement, la prise de conscience que le Tigre n'a pas échoué à cause d'un seul tir, ni d'un seul caprice de conception, mais parce qu'un écosystème de perfection s'est effondré. Des lignes de ravitaillement effilochées, une maintenance différée, des métaux poussés au-delà de leur état prévu, et des hommes épuisés, poussés à des choix de circonstances. Un char lourd, jadis symbole de suprématie technologique, est devenu la victime d'une logistique et d'un environnement agissant de concert.
Vers midi, sur une pente qui avait été un chemin de charrette pendant des siècles, un Tiger Pontesson s'est arrêté dans un hoquet maladif. L'équipage s'est battu vaillamment. De l'eau chaude, des coups de marteau sur les roues imbriquées. Ils ont dégelé le carburant avec des lanternes. La neige est tombée drue. Un obus lointain a éclaté dans un fracas de tonnerre. La transmission finale a gémi, puis une dent d'engrenage s'est cassée net. Le grand moteur a ralenti jusqu'au silence, comme trahi. Le moment décisif a été intime et terrible. Le commandant, les joues à vif, debout sur le glacis glacé, a regardé les équipes de dépannage échouer à bouger la bête. Aucun véhicule de dépannage assez puissant n'a pu les atteindre. Les ornières gelées et la terre labourée par les obus barraient dans le chemin. Les sapeurs ont déroulé des câbles de remorquage. Et des jurons. Des hommes ont essayé de soulever un galet de roulement avec un palan. Le froid a fait claquer le métal et a fait craquer les doigts. Le Tiger I n'a pas explosé en une boule de feu glorieuse. Il a gelé, inerte, silhouette massive contre un ciel sans pitié. Son équipage a pu récupérer des armes, des rations, quelques cartes. Le reste du char serait laissé à la rouille et deviendrait un avertissement pour les autres. Quand les ordres de retraite sont arrivés, la route était une suite de carcasses de fer abandonnées, une carte d'ambition brisée. La leçon qui a résonné au-delà du champ n'était pas seulement technique, elle était humaine. L'arme la plus redoutable peut être réduite à néant par le manque de choses simples, de l'huile tiède, un véhicule de dépannage robuste, un flux régulier de pièces de rechange, le luxe du temps pour faire l'entretien. L'échec du Tiger permis dans l'hiver russe a révélé que la guerre moderne était devenue un bras de fer entre l'endurance humaine et la perfection mécanique. Les hommes emporteraient la mémoire, le métal resterait dans la boue. Des décennies plus tard, les agriculteurs trouvent encore un patin de chenille dans un sillon. Ils pensent à ce jour-là. Ils savent maintenant que le climat et le ravitaillement, pas seulement les obus, déterminent quelles machines continuent d'avancer et celles qu'on laisse dormir dans la neige.